Et sans plus tarder, je vous propose de passer donc à cette première table ronde. Je mets un micro ici. Alors, une question qui est importante parce que avant, vous savez, quand on fait comme ça des débats sur les affaires internationales, on en oublie de cadrer un peu comment dire, les enjeux. On se dit, on va parler de l'Algérie, on va parler d'Israël, on va parler de la Libye. Mais je pensais qu'il fallait se poser la question dès le départ de, finalement, à l'égard de cette zone, d'abord, quel contour pour cette zone? Est-ce qu'on parle de monde méditerranéen, de monde arabe, de monde musulman? C'est pas exactement la même chose, ce sont pas exactement les mêmes pays. Est-ce qu'on peut l'aborder d'une manière, je dirais, cohérente, alors que c'est un espace qui est fragmenté, hein, évidemment? Est-ce qu'il y a, je dirais, une ligne rouge pour la France vis-à-vis de cette zone? Deuxième question, ce sont des questions, je dirais, ouvertes qui vont permettre à nos trois intervenants d'ouvrir le bal. Je dirais, est-ce que la France doit avoir pays par pays des intérêts différents ou est-ce qu'elle a, on va dire, une ligne, une orientation particulière? Est-ce qu'il y a une politique arabe de la France? Est-ce qu'il y a encore une politique arabe de la France? Est-ce qu'il y a déjà eu une politique arabe de la France? Et puis, troisièmement, la particularité, ça va être le fil rouge de cette journée, c'est que c'est une affaire de politique étrangère et en même temps, il y a une résonance intérieure. La France est un pays qui compte beaucoup de franco-israéliens, de franco-algériens, de franco-marocains. Comment, je dirais, arbitrer entre la contrainte intérieure et la politique étrangère? Est-ce que c'est totalement de la politique étrangère? Toutes ces questions, je les mets sur la table et sans plus tarder, je passe la parole à Hubert Védrine. Donc l'idée, c'est que chaque intervenant entame entre 5 et 10 minutes en fonction de ce qu'il a à dire et ensuite, on essaiera de rebondir sur les interventions des uns et des autres pour construire ce cadre conceptuel qui va nous servir de ligne rouge pour les tables rondes numéro 2 et numéro 3 qui seront plus centrées sur des zones particulières. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bon. Alors, d'abord, excusez-moi pour ma voix, j'ai une mauvaise voix en ce moment. Ça s'améliore tous les jours, mais j'ai la voix de Dark Grador, pour ceux qui connaissent un peu la guerre des étoiles. Mais on me comprend quand même, je crois. Merci pour votre invitation. Permettez-moi de préciser quand même, vous l'avez dit, que dans mes 20 années de pouvoir, pas de politique, de pouvoir, j'étais dans les 3 cohabitations. Donc évidemment, je suis un homme de Mitterrand à l'origine. Mais j'ai travaillé autant avec les autres. Donc ce que je dis n'est jamais politique au sens politicien. Jamais. Deuxièmement, je trouve que c'est une bonne occasion pour se débarrasser de l'expression politique arabe. Mais je vais trop vite aux conclusions. On dirait pas politique asiatique. Les gens vous diraient, mais vous parlez quoi, du Japon, de l'Inde, de quoi? Politique arabe. Ça serait valable si les Arabes avaient des positions communes. En fait, c'est pas le cas. Alors je vous rappelle que le mot politique arabe a été lancé de façon polémique contre Pompidou, quand Pompidou avait poursuivi la politique du général de Gaulle, et notamment vendu des armes à la Libye. Personne n'imaginait que la Libye aille faire la guerre à Israël, mais les Israéliens n'avaient pas pardonné au général d'avoir dit ce qu'il avait dit. C'est pas la phrase polémique, faussement polémique. Mais le général avait dit en 67, ils ne pourront pas s'empêcher de coloniser, ce qui va entraîner des résistances qu'ils qualifieront de terrorisme. Et Israël était déjà partagé, en fait. Donc ceux qui avaient en tête, en fait, la colonisation, ne lui avaient jamais pardonné. Donc il y avait un déchaînement israélo-américain contre, entre guillemets, la politique arabe de la France. Donc je suggère d'oublier ça, parce que c'est pas opérationnel. Aujourd'hui, politique arabe, ça voudrait dire quoi? Il faut être pro-algérien ou marocain. Ils ne sont pas d'accord. Il faut être pro-égyptien ou contre. Prenez chaque pays arabe. Il n'y a quasiment aucun sujet global où vous serez complètement d'accord. Même quand vous prenez le Proche-Orient, vous avez les gouvernements arabes qui se fichent totalement des Palestiniens, ceux qui sont obligés de faire semblant de s'y intéresser parce qu'ils ont un peuple qui réagit énormément, mais il n'y a pas de ligne commune. Mais vous voyez dans les accords d'Abraham, il n'y a pas tous les pays arabes, par exemple. Trump essaie d'attirer l'Arabie, qui pose quand même quelques conditions, mais Abu Dhabi est déjà dedans, même le Maroc. Donc il n'y a aucun élément où ils soient tous sur la même ligne. Si vous prenez la question migratoire, qui est la question qui devient, à mon avis, au centre de tout, à propos de l'avenir de ce pays, ils ont des positions tout à fait différentes. Ceux qui sont au pays de départ ou de transit, ou même d'arrivée pour certains pays.
Est-ce qu'il y a une politique maghrébine? Pas du tout, ils sont en accord sur rien, en fait. Donc, je ne vois pas le sujet, pas au niveau des déclarations pour l'ONU peut-être, mais au niveau des vrais sujets géopolitiques. Je ne vois pas de sujet où tous les pays arabes soient d'accord, en fait. Même si on prend la Méditerranée, qui est un autre concept creux, dans les jeux politiques, il devrait être très rationnel, très, très logique, c'est bourré de mots creux, en fait. Le mot Europe, c'est un mot valise. Communauté internationale, il n'y en a pas, en fait. Le multilatéralisme, en réalité, ce sont les puissances qui concluent toujours les valeurs universelles. L'univers tout entier ne reconnaît pas le caractère universel de nos valeurs universelles. Bon, il y a un bug. On peut dire on y croit philosophiquement, d'accord, mais en géopolitique. Donc moi, je suggère de liquider historiquement ce débat et de dire aujourd'hui quelle est la politique étrangère intelligente de la part de la France. Alors, quel est le niveau français ou européen? C'est un autre débat, ça, par rapport à chaque pays. Si ça converge, tant mieux. Si ça coïncide, tant mieux. Mais il n'y a pas de réponse générale. On voit bien, hein. L'Algérie, c'est pas le même sujet que les autres, par exemple. Donc je pense qu'il faut se demander, est-ce qu'on a des intérêts, des convergences, etc., avec chaque pays? La Syrie d'aujourd'hui, la nouvelle Syrie, c'est un sujet en soi. L'Égypte, c'est un autre sujet. Le Liban, où les Français croient encore avoir de l'influence qui est disparue, en fait, mais c'est encore un autre sujet. Donc je suis pour se demander à chaque fois quel est l'intérêt de la France. Et je rappellerai une évidence, excusez-moi, c'est le fondement de la politique étrangère de la France, même avec sa prétention universaliste, etc., c'est de faire en sorte que notre pays garde la maîtrise de son destin. C'est la seule vraie définition de fond, ça. Est-ce que ça veut dire plus d'Europe? Peut-être. Moins d'Europe? Peut-être. Est-ce que ça veut dire être ami de X ou Y? Peut-être. Mais comme disait De Gaulle, c'est les circonstances qui commandent après. Donc je suis pour dégager les débats trop généraux, trop fumeux, trop globaux, et se demander concrètement comment on fait d'intelligent avec chaque pays. Et là, on verra que dans certains pays arabes, on est obligé de durcir ou de s'engager plus, tout en gérant les relations avec les voisins, que c'est surtout économique, surtout diplomatique, surtout culturel, vous voyez. Donc je suis pour faire du sur-mesure par rapport à ça, en n'oubliant pas, et je termine là-dessus, que les Occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance. Les Occidentaux, globalement. Je ne sais même plus si on peut parler d'Occident, parce que la mairie de Trump qui va, à mon avis, durer, c'est autre chose. Mais les Européens même ne sont pas d'accord là-dessus. On le voit bien quand la France essaie de relayer au niveau européen ses visions à elle sur le Sud. Elle est sur très isolée, en fait. Et enfin, il y a un énorme... Il y a une espèce d'éléphant dans la pièce qui est la question migratoire. Et tant qu'on ne sera pas résigné à la gérer comme la gauche scandinave ou Madame Mélanie, on a besoin de plein de gens. Ce n'est pas les gens qui les passent et ramènent. Donc il faut augmenter l'immigration légale sur la base de quotas par métier. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas une chance, c'est une nécessité. Si c'est bien géré, c'est une chance. Si c'est mal géré, comme c'est le cas depuis 30 ans, c'est l'inverse. Et donc c'est complètement différent. Il y a des pays arabes qui sont, notamment maghrébins, ou musulmans, africains, autres, qui sont dans le champ du sujet. Le Proche-Orient, quasiment pas. Mais si on prend aucune des grandes entrées, on n'arrive jamais à des cas où le concept politique arabe est utile. Donc il est plus une source d'embrouille que d'utilité. Voilà, c'est très concis, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc je jette mon pavé dans la mare tout de suite. Merci, monsieur le ministre. Donc, vous avez déconstruit le terme de monde arabe et de monde arabo-musulman, très intéressant. Non, monde arabe, oui, ça existe. Ça existe, mais en tout cas, pas de politique. Du monde musulman, ça existe. Je sais pas. Oui, la question, c'était sur la politique. Il n'y a pas de politique globale. Alors, c'est intéressant parce qu'on a une députée, une ancienne députée européenne, qui continue à être à Bruxelles, donc elle voit le jour. Alors, il n'y a pas de politique arabe. Est-ce qu'il y a une politique européenne? Est-ce que la France doit, vis-à-vis de ces zones, accorder ses violons avec Bruxelles? Est-ce qu'on a vraiment des intérêts convergents? Est-ce qu'on peut avoir des intérêts convergents? Toutes ces questions, elles sont sur la table, en plus des questions que j'ai posées avant, évidemment. Alors on va continuer à déconstruire et on va continuer à énumérer les mots valises, les concepts creux. Et déconstruire, c'est d'abord de dire aussi que Bruxelles n'a pas de politique arabe. À tout le moins, Bruxelles revendique une politique méditerranéenne. Et
la semaine passée, Bruxelles réunissait à la fois le gratin des eurocrates et les pays partenaires du sud de la Méditerranée, à la fois pour fêter les 30 ans du processus de Barcelone et pour lancer le grand projet de pacte pour la Méditerranée pour les années qui viennent. Alors, Bruxelles n'a pas de politique arabe. Bruxelles, en revanche, sur ces politiques méditerranéennes, cumule à peu près tous les reproches que l'on peut faire de manière générale aux politiques européennes, à savoir l'empilement de process et de techno et de lignes budgétaires depuis 1995. Ce fut d'abord le processus de Barcelone, puis ce fut en 2004 des promesses faites au monde arabe pour compenser l'élargissement massif de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale, puis l'Union pour la Méditerranée en 2008 et maintenant ce pacte pour la Méditerranée. Un premier reproche, cet empilement d'échecs finalement et d'échecs politiques surtout, puisque les promesses n'ont pas été tenues, notamment parce que de la même façon que les pays arabes n'ont pas de politique commune, les États européens n'ont pas de message commun à porter à l'ensemble du monde arabe. Et la grosse fracture, c'est évidemment d'abord la question israélo-palestinienne. Là où les Européens sont le plus divisés, c'est sur la question israélo-palestinienne. Et on le voit, on pourra y revenir depuis le 7 octobre de manière très, très, très visible, à la fois au niveau des institutions et des États membres. Le gros échec de l'Union aussi, me semble-t-il, vis-à-vis des pays arabes et vraiment la perte massive de crédibilité sur les 30 dernières années, c'est quant à l'agitation de mots valises et de mots creux, notamment quant aux fameuses valeurs de l'Union, des valeurs de l'Union qu'on a été incapable de défendre, de promouvoir dans l'ensemble du monde arabe, avec une première grosse fracture pour moi qui a été 2003 et l'invasion américaine en Irak. Qui a sapé tout ce qu'on pouvait attendre de défense de la part des Européens de l'ordre international et du droit international. Parce que pour nous, Français, bien sûr, les faits sont loin et on a en mémoire, quand on a en mémoire cette période-là en tant que Français, le formidable discours de Dominique de Villepin à l'ONU le 14 février 2003. Mais pour l'ensemble des Arabes, cette période-là, c'est d'abord le fait que les Européens se sont massivement alignés sur les positions américaines et qu'en dehors de la France et de l'Allemagne, tous les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire les pays membres, mais aussi les pays candidats, puisqu'en 2003, on n'était pas sur cette version d'Europe élargie, étaient massivement alignés sur les positions américaines, étaient très zélés pour la plupart d'entre eux, y compris ceux qui ont une politique arabe. On pourra y revenir avec l'Espagne, par exemple. Et puis 2003 et ensuite la Libye et jusqu'à récentes décisions ou attitudes des Européens durant les bombardements massifs sur Gaza. Encore aujourd'hui sur la situation en Cisjordanie, l'Europe essaye d'avoir une position commune des États membres sur les exactions et les attaques des colons en Cisjordanie. Elle n'y parvient toujours pas. Donc sur le pilier du droit international, l'Europe n'a pas été capable de démontrer aux Arabes qu'elle était défenseur, promoteur de ces valeurs-là. Sur les droits de l'homme, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser au cas Sansal. C'est pas parce que Boualem Sansal est aujourd'hui libéré qu'on doit oublier l'année qui vient de s'écouler, d'autant qu'aujourd'hui, en plus, on a une décision attendue sur le sort de Christophe Glaise, qui est encore prisonnier à Alger. Et l'Union européenne... sur cette question fondamentale des droits de l'homme, qui est pour le coup une des valeurs fondamentales de l'Union, liberté de penser, liberté d'écrire, l'Union européenne n'a pas été capable de se mobiliser en tant que telle sur la défense de Boualem Sansal. Bien sûr, il y a eu une résolution au Parlement européen en janvier 2025, mais ce fut la seule action de l'Union sur le cas Sansal au sein des institutions. Ni Kaja Kallas, le haut représentant à la politique étrangère de l'Union, n'a bougé, ni la commissaire à la Méditerranée, je regrette qu'elle ne soit pas là parce qu'on aurait pu échanger sur beaucoup de choses avec elle aujourd'hui, ni le président de la commission parlementaire au Maghreb n'a bougé. Le cas de Boualem Sansal doit être, me semble-t-il, évoqué parce que c'est un échec patent pour les institutions européennes en tant que telles.
si les États membres ont bougé, si les relations bilatérales continuent à vivre de manière assez dynamique et par rapport aux intérêts des États, on voit qu'au niveau institutionnel, ce n'est pas si simple. Alors pour finir, je dirais simplement que le cas des politiques méditerranéennes ou des politiques arabes de l'Union, finalement, ne départ pas de l'ensemble des problématiques des politiques européennes, à savoir que les États mènent leurs intérêts nationaux sur les politiques arabes et méditerranéennes comme sur le reste des politiques européennes, et simplement on a des leaderships qui s'affirment à travers le temps, et des États membres prennent le lead en fonction de leurs intérêts et entraînent le reste de l'Union sur des positions qui sont les leurs. En l'occurrence, en Méditerranée aujourd'hui, malheureusement pour nous, c'est pas la France qui est leader. On a, me semble-t-il, 2 pays moteurs dans la construction d'une politique euro-méditerranéenne qui restera encore à définir. Mais on a d'abord l'Allemagne qui revient très très fort. L'Allemagne n'a jamais pardonné d'avoir ce projet du PM qu'elle a saboté en 2008. Je pense que Julien... L'Union pour la Méditerranée. Oui, l'Union pour la Méditerranée, pardon. Julien et Henri Guénaud pourraient en parler, puisqu'ils étaient Henri Guénaud acteurs qui à sera l'époque. sur la 3e table ronde, donc ceux qui ont toute l'après-midi peuvent rester. Donc l'Allemagne a saboté ce projet auquel elle prétendait ne pas être suffisamment impliquée, c'est vrai. Elle l'a saboté, elle l'a vidé de l'intérieur, et elle revient très fortement à travers la présidente de la Commission. Ursula von der Leyen a construit une commission à sa main, dans laquelle elle a créé un commissaire à la Méditerranée totalement à ses ordres. Elle a choisi une Croate, elle a choisi le pays membre qui est le plus aligné sur les positions de l'Allemagne pour diriger cette commission à la Méditerranée, fortiori ancien professeur d'allemand. Et elle a divisé, pour mieux régner au sein de ces institutions, de la commission, en créant à la fois un poste de commissaire à la migration, un poste de commissaire à la Méditerranée, un poste de commissaire à l'élargissement, pour in fine avoir la main sur l'ensemble des politiques. Elle l'affirme depuis le début, elle veut une commission géopolitique, elle mène sa politique étrangère en dehors de toutes les compétences des traités, mais c'est ainsi. Et Kaja Kallas, elle, est assignée sur le front de l'Est, puisque on a choisi là aussi, c'est pas un hasard, un haut représentant à la politique étrangère qui vient d'un pays balte. Les 10 années précédentes, nous avions des représentants à la politique étrangère qui venaient de Méditerranée et qui avaient effectivement comme souci premier le sort de la Méditerranée. Aujourd'hui, on a un représentant d'un État balte qui est obsédé par la question russe et qui est obsédé par la frontière de l'Est et qui délaisse totalement la Méditerranée. Enfin, le dernier pays, me semble-t-il, qu'il faut citer, parce qu'il est très important dans la construction de la politique Euromed, c'est bien sûr l'Italie de Meloni, avec un alignement parfait entre les intérêts italiens, le pilier de sa politique qui est en gros l'atlantisme, la question européenne et la Méditerranée, et les préoccupations de l'Europe d'aujourd'hui, à savoir la question migratoire. C'est vrai, Meloni a réussi à la fois à mener ses réformes en interne contre la vue de ses tribunaux et parfois contre la Cour de justice de l'Union, et à imposer son agenda à l'Union européenne. Et le deuxième pilier de cette politique, et qui est importante, c'est la question énergétique, puisque là aussi, depuis l'invasion de l'Ukraine, l'Italie, qui était très dépendante du gaz russe, s'est tournée rapidement vers son partenaire privilégié, qui est Alger, et entraîné l'Europe dans une politique massive énergétique, à la fois sur le gaz et sur l'hydrogène, vers Alger, vers les partenaires naturels de l'Italie. Et malheureusement, la France est très absente de ces choix-là. Bien, donc nous avons entendu le fait qu'il ne pouvait pas y avoir une politique arabe, mais que la France devait être réaliste. On voit que certains de nos voisins entraînent les autres pays. L'Europe n'est pas plus unie, mais il peut y avoir des effets de foule avec des leaders, l'Allemagne et l'Italie. Alors, Georges Kuzmanovic, quels sont les intérêts de la France dans la zone? Est-ce qu'on doit hiérarchiser certains pays? Est-ce qu'on a parlé de la question migratoire, on a parlé de la question énergétique? Est-ce qu'il y a une hiérarchie des enjeux? Si on devait définir un fil rouge de la politique étrangère, quelle doit-elle être? Alors d'abord, je dois dire, c'est une communication, et je dois dire que, sans aucune surprise, M. Huvert-Lédrine a parfaitement cadré ce débat et dit ce qu'il devait en être de la politique de la diplomatie française en général. Et c'est vrai que nous sommes inscrits dans un moment particulier.
l'histoire compte, la politique française ne veut pas être celle des années 60, ni des années 80, ni des années 2000. Nous sommes en 2025 et le monde est dans un retournement complet géopolitique, puisqu'il bascule de politique de bloc, que d'un monde unipolaire qu'on a dominé par les États-Unis et l'Occident, à un monde multipolaire. Et évidemment, la géopolitique française et la diplomatie en direction les pays arabes doit s'adapter à cette nouvelle réalité globale. Et bien évidemment, comme ça a été dit, le mot d'ordre, c'est être maître de son destin. Ce qui veut dire que dans une réalité multipolaire, on ne peut plus avoir une géopolitique qui fonctionne en termes de blocs. Or, nous sommes malheureusement, j'allais dire, inscrits dans deux blocs. L'un, l'Union européenne, qui n'est pas un pays, qui n'est pas une nation, quoique, quels que soient les rêves de Mme von der Leyen et de la Commission européenne, il n'y a pas de peuple européen et il n'y a pas de nation européenne. Il y a des intérêts divergents qui ont été très bien exprimés déjà ici. D'ailleurs, on le voit avec l'Allemagne. Tu as parlé d'Italie. Clairement, par rapport à la France et l'Algérie, visiblement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. L'Allemagne nous taille des croupières dès qu'elle le peut, y compris dans le monde arabe. J'étais il y a quelques années à Tunis pour la relance du monde diplomatique en arabe. Bon, évidemment, ça n'était pas fait par la France, c'était fait par l'Allemagne. C'était Die Linke qui faisait ça avec la fondation, parce que leur système politique, ils ont des fondations qui sont accolées, et c'était la fondation Rosa Luxemburg Stiftung. Il était clair, y compris pour Die Linke, pourtant opposé à ce moment-là à son gouvernement, que c'est l'Allemagne qui devait avoir un rôle dans le monde arabe, en particulier en l'occurrence en Tunisie, et pas l'Union européenne. Il n'y a que les Français pour considérer qu'il y a un couple franco-allemand. Bien évidemment, pour qu'il y ait une politique viable, parce que le monde arabe existe, mais il est aussi, comme l'a dit Bernardine, très différent. Les intérêts géopolitiques des différents pays sont différents, parfois conflictuels dans le monde arabe. Et s'il y a bien une chose qu'on doit faire, c'est évidemment arrêter de donner des leçons, et en particulier sur les valeurs. Et là, je vais vous rendre compte d'une discussion que j'ai eue avec un diplomate de haut rang d'Indonésie, donc le plus grand pays musulman, mais donc qui n'est pas arabe. La discussion en juillet dernier au sommet des BRICS à Rio de Janeiro. Et il me disait son avis depuis l'Indonésie, de la politique française. Et quand on a le regard d'un autre pays, grand pays comme l'Indonésie, on voit combien on est brouillon. Et le cas typique, c'est par exemple la Libye. Que diable sommes-nous allés faire dans cette galère? Il n'est même pas clair, éventuellement on a peut-être même servi de supplétif aux Américains. Kadhafi a été renversé, mais pourquoi? Le chaos dans le Sahel, la déstabilisation généralisée de la zone, et in fine une Libye qui est contrôlée aux 2/3, plus ou moins par le général El Maréchal Haftar, qui est à la main des Russes, et Tripoli qui est à la main de la Turquie. Tout ça pour ça. Et comme le disait Henry Ford, c'est d'abord Henry Ford, si les citoyens américains connaissaient le fonctionnement du système bancaire, ils feraient la révolution demain. Je rappelle la ligne, comment ça nous a été vendu, comment cela vous a été vendu. Lutte pour la démocratie, un pauvre peuple écrasé par le dictateur Kadhafi. Et bien évidemment, personne ne connaît maintenant Abdelhakim Belhadj. On ne pas beaucoup sur la CI et les FLT. On ne dit pas que ce personnage a fait la guerre en Afghanistan, puis après a travaillé avec... si on peut dire, avec Al-Zarqawi d'Al-Qaïda, qu'il a peut-être des responsabilités dans l'attentat de Madrid du 11 mars 2004, et puis qui s'est retrouvé au Qatar, où il a formé la brigade du 17 février, où il a été armé ensuite par les Émirats arabes unis et la France. Pour au final prendre d'assaut Tripoli et se retrouver commandant du conseil militaire de Tripoli. Bon. Ce diplomate me dit, mais vous luttez contre l'islamisme, vous vous installez au pouvoir des gens comme le font les États-Unis,
à droite et à gauche, qui visiblement ne sont pas très laïques. Et c'est un euphémisme. Et donc on a là un problème de cohérence qu'on a vu en Syrie. Parce que depuis le monde extérieur, Kadhafi a mis sa tente en face de l'Élysée et Bachar el-Assad était assis à côté du président français quand ses troupes défilaient sur les Champs-Élysées. Avant, avec un autre président, il avait reçu la Légion d'honneur. Et nous ne sommes même pas capables de financer le lycée Charles de Gaulle pendant le conflit, ni de maintenir une antenne de la DGSE, contrairement aux Allemands et aux Espagnols. Donc, tout ça apparaît complètement incohérent. C'est incohérent pour nous, mais c'est très très incohérent pour les autres. Et donc, dans les autres pays, nous apparaissons comme non fiables. Et on n'est pas fiable pour la raison initiale, c'est que nous fonctionnons non pas par rapport à nos intérêts, mais par rapport à des intérêts étrangers. C'est-à-dire ceux d'abord de Washington, puis de Bruxelles. On parle justement de mots creux, de souveraineté européenne. On est prêt à sacrifier bien des avantages de la France. D'ailleurs, rappelons quand même que sous M. Emmanuel Macron, nous sommes passés du deuxième... notre corps diplomatique était le deuxième rang mondial pour finir au 5e, au 6e, en reculade, encore une fois, au profit de l'Union européenne. Et il est, je pense, urgent de redéfinir notre stratégie vis-à-vis de l'ensemble des pays du monde arabe en fonction de nos intérêts par rapport à chacun des pays pris indépendamment. Et comme ça a été dit, si éventuellement il y a une jonction d'intérêts avec nos voisins, qu'ils soient espagnols, italiens, allemands, polonais, tant mieux. Et s'il n'y en a pas, eh bien, défendons nos intérêts et pas des intérêts abstraits. Alors, on a eu comme ça la salve de canon de chaque intervenant. On va revenir au ministre Hubert Védrine, parce qu'il y a quelques questions à éclaircir. D'abord, est-ce que, je dirais, le caractère attaquable de notre diplomatie est dû au fait qu'en réalité, nous nous sommes mis dans la roue de pays européens qui sont plus en capacité d'avoir un effet levier sur les autres pays européens, et dans quelle mesure nos intérêts stratégiques seraient différents de l'Allemagne ou de l'Italie, puisqu'on les a cités, ou est-ce que nous sommes dans la roue de l'hyperpuissance américaine et quelque part incapables de faire valoir nos intérêts? Il y a eu aussi une critique sur la question des valeurs. Alors, il y a la question de la démocratie, mais personne n'a évoqué la question du droit. Est-ce que la France, pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, a une responsabilité particulière pour faire respecter le droit international? Je ne parle pas ici de valeurs, qui est un concept peut-être plus fumeux, mais ou est-ce qu'on doit le considérer que c'est un impératif de second? Et puis, évidemment, vous êtes libre de réagir à tout ce qui a été dit, Monsieur le Ministre. Permettez-moi de revenir sur la question des mots. N'oubliez pas ce qu'a dit Tocqueville. Les Français adorent les idées, ils ne s'intéressent jamais aux faits. Donc, il faut oublier toute une série de concepts creux qui nous encombrent. Est-ce qu'il faut une politique dans les pays arabes? Oui. Pas dans le monde arabe, ça ne veut rien dire. Sauf si c'est un concept linguistique. En Méditerranée, ça ne veut rien dire. C'est un concept océanographique. C'est un lieu d'affrontement depuis la fin de l'Empire romain. Ça ne veut rien dire. Bon, etc., etc. La question à poser aux gens qui invoquent les valeurs, à notre niveau, au niveau européen, c'est est-ce que le prosélytisme fait partie des valeurs? Les gens qui vous parlent des valeurs, ils pensent aux droits de l'homme, démocratie, plus la dérive sociétale délirante des dernières années. Mais est-ce que le fait d'intervenir chez les autres, l'ingérence, ce qui était tellement populaire en France pendant 20 ans, est-ce que ça fait partie des valeurs? Est-ce qu'on doit être missionnaire? Bon, l'européisme de la chrétienté, c'est une évidence, même si ça gêne certains de le reconnaître, comme Racine, catholicos, ça veut dire universel. Donc l'inventeur de l'ingérence, c'est Saint Paul, en fait, ou Matthieu, on va dire. Voilà. Et même les gens très gentils dans les ONG aujourd'hui, peut-être totalement acculturés, descendent de ça. Or, le reste du monde dit terminé. Le fameux Sud global qui a été hétéroclite, enfin bon. En gros, ils disent, vous avez gouverné le monde pendant 5 siècles, mais c'est fini. Alors on peut toujours se gargariser avec les valeurs universelles, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc je pense qu'il faut distinguer les valeurs fondamentales de notre vie en commun dans nos pays en Europe et le fait de les imposer aux autres, par la guerre ou par des sanctions ou par des sermons.
Et moi, je pense que c'est fini, ça, depuis longtemps. Après Suez, Macmillan avait été mis au pouvoir en Angleterre après Eden, après Suez. Il reçoit l'ambassadeur des États-Unis. Donc on est en 56 à peu près. Et il lui dit, voyez-vous, Charny, nous les Occidentaux, on a eu un bon moment quand même. On dirigeait tout et ça a duré 5 siècles. Et c'est fini. L'avenir, c'est les noirs et les jaunes, dit-il dans le langage de l'époque. Bon, c'est pas tout à fait vrai, sinon les États-Unis ne seraient pas devenus hyperpuissance après, mais il n'empêche que vous avez les 3/4 du monde qui pensent qui ne veulent pas forcément de mal, mais qui pensent que c'est les autres qui vont gouverner. Pour en pas, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et après, il faut dissocier dans nos politiques réalistes ceux qui sont sur la ligne post-occidentale, c'est notre tour, ou alors anti-occidentale. Et il y en a plein dans le monde musulman, puis on retombe sur le clivage musulman-islamiste. Donc il y a ce travail de... Et après, vous pouvez arriver à la question de la politique française, comment elle est définie, et donc je reviens à ce que j'ai dit avant, sujet par sujet. Prenez l'Égypte, par exemple. Qu'est-ce qu'on doit faire avec l'Égypte? Nos intérêts, nos désaccords, ceci, cela. Et après, en effet, est-ce que ça mérite une approche commune avec d'autres pays ou pas? Est-ce que l'Union européenne est un plus ou une sorte d'encombrement en plus? Moi, je me rappelle très bien de Delors. Moi, j'ai toujours résisté et combattu la machinerie bureaucratique, mais Delors était un vrai grand homme, en fait, avec une vraie origine modeste, sociale, humaine. Il comprenait les trucs. Et Delors disait à l'origine, quand on avait inventé, dans une époque d'enthousiasme, le mot politique étrangère et de sécurité commune, il n'y en a pas, en fait. Bon, on ne peut pas. Quand on l'avait inventé, c'est dans la grande époque Kohl-Mitterrand, et Delors avait dit, bon, ok, si vous voulez, mais si on y arrive un jour, c'est à la fin de tout. La fin du processus. Et après, il y a une machinerie qui s'est engouffrée là-dedans. On a créé des responsables qui sont absolument hors d'état de définir des politiques communes, sauf les fameuses valeurs, en fait. Le seul qui s'est bien débrouillé, c'était Solana, à l'origine, parce qu'il le vient de l'ancienne. Il cherchait la convergence entre les grands pays. Donc je suis pour beaucoup décaper, beaucoup déconstruire. J'ai même écrit, il y a 15 ans, un livre « Sauver l'Europe ». Sauver l'Europe des européistes. Donc je rejoins par rapport à ça. Donc il faut avoir tout ça en tête et après on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait avec l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Syrie, Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'on est dans la roue, je dirais, d'un pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme les États-Unis? Est-ce que ce diagnostic est exact? Non, le vrai changement, c'est que, est-ce qu'on peut encore parler d'Occident? Dans la roue de qui? Non. Chaque pays a ses atouts. Nous, on a décroché économiquement parce que les Français, c'est le seul peuple au monde qui pense qu'on peut gagner plus en travaillant moins. Bon, donc on a décroché. Et tous les autres dans le monde entier nous voient comme ça, comme ayant décroché, même en diplomatie. Mais le vrai substrat, c'est, est-ce on peut parler encore d'Occident? Avec Trump, non. Mais il est quand même représentatif de l'électorat populaire américain. Et à mon avis, ça va durer. Et même si les démocrates reviennent, ils font une sorte de Trumpisme. Donc l'avenir de nos démocraties, pour mille autres raisons, c'est une sorte de concurrence entre des populismes variés. Que devient l'Occident là-dedans? Est-ce qu'il va éclater en deux morceaux et qu'il va être trumpisé? Est-ce que l'Europe va reprendre les valeurs de l'Occident interventionniste néocon? Ou est-ce qu'on va dans une sorte de situation chaotique durable? Vous voyez, tous nos points d'appui théoriques, globaux, sémantiques, ne fonctionnent pas bien. C'est pour ça que je répète, ok, qu'est-ce qu'on fait avec l'Égypte? Ou avec la Tunisie? Ou avec la Libye? Ou avec le Yémen? Qu'est-ce qu'on fait? Et la question du droit? Même chose. Le droit, il faut qu'on le respecte, nous. Mais comment vous allez l'imposer aux autres? Il n'y a pas un sujet dans le monde qui était réglé sur la base du droit international. C'est jamais arrivé. Sauf quand il y a des guerres mondiales, les vainqueurs imposent la solution et disent c'est ça le droit. À quoi ça sert de le dire? Avoir dit ça aux Palestiniens, mais c'est honteux d'avoir menti à ce point. On fait rêver des peuples persécutés, malheureux. Si on avait un instrument pour imposer le droit international, ça serait mieux. Il y aurait un petit État palestinien, comme Mitterrand l'a demandé en 82, qui serait petit, paisible à côté d'Israël, et ils lutteraient ensemble contre les islamistes. En gros. Et si témoin seul cadre, c'est le droit international. Alors je ne dis pas qu'il faut renoncer à l'invoquer. Je distingue la philosophie
ce à quoi nous croyons. Mais comment vous voulez l'imposer? On ne va pas recoloniser le monde entier. Donc en fait, c'est comme Dieu. On y croit sans l'avoir vu et on attend des miracles. Non, mais on l'applique à nous. Mais est-ce qu'on va la réappliquer aux Africains? Non. Soyons, le réalisme est une forme d'adapté. Hein. C'est pas moi qui vous critiquerai là-dessus. Florence, Georges, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qui a été dit, des divergences éventuelles? Alors, peut-être un exemple justement de pays dans l'Union qui fait ce choix de mener sa politique arabe envers et contre toutes les décisions de l'UE, c'est l'Espagne d'aujourd'hui. L'Espagne est finalement le seul pays de l'Union européenne à assumer depuis toujours une politique arabe, non pas une politique méditerranéenne, mais une politique arabe. Il y a eu une rupture effectivement dans les années 2000, puisque l'Espagne avait fait le choix de suivre les Américains, et Aznar était plus néocons que les néocons à l'époque. Mais le retour des socialistes au pouvoir en Espagne et l'alliance électorale avec une gauche radicale, très radicale sur tous les sujets de politique intérieure, mais aussi sur la politique étrangère, font qu'aujourd'hui, l'Espagne est sans doute le seul pays de l'Union à mener sa politique arabe envers et contre tout, en traçant justement ses intérêts. Et concrètement? Alors concrètement, ça amène à quoi? D'abord, l'Espagne avait fait les socialistes et l'alliance avec Sumar et Podemos, la promesse électorale de reconnaissance de l'État de Palestine a fait que l'Espagne a été le premier pays de l'UE post-7 octobre à reconnaître l'État de Palestine, en emmenant avec lui une petite coalition d'États membres, l'Irlande, ou de pays européens hors Union européenne, par exemple la Norvège. L'Espagne a été à la manœuvre, alors je ne dis pas qu'elle a réussi sur tout, mais l'Espagne a été à la manœuvre tout au long des attaques massives des Israéliens sur Gaza pour tenter d'infléchir la politique israélienne à travers l'accord d'association UE-Israël. Alors elle n'a jamais réussi à obtenir de majorité, mais mine de rien, ça a donné des signaux à des Arabes qui attendaient de l'Europe plus que nous n'avons fait. Et c'est peut-être le seul exemple, effectivement, alors qui n'est pas une somme de succès, mais qui montre bien que l'Union européenne n'empêche pas toujours, et je réponds partiellement à votre question, n'empêche pas toujours de mener sa propre politique. Comment ils font sur Algérie-Maroc? Alors, ils arrivent à le faire. Alors ça, c'est aussi un bon exemple parce que l'Espagne, qui est évidemment très proche des deux pays maghrébins, puisque l'Espagne a été, à l'époque où la France avait un protectorat sur le Maroc, l'Espagne détenait des morceaux de territoire marocain plus épars que les positions françaises. Et donc, l'Espagne est concernée à la fois par les politiques du Maroc et de l'Algérie. Et l'Espagne a réussi ce que la France actuellement n'arrive pas à faire, c'est-à-dire mener une politique d'équilibre entre le Maroc et l'Algérie. Alors, a pris fort, hein, parce que lorsque l'Espagne, qui a été le premier pays européen à reconnaître, comme l'on dit, la marocanité du Sahara après les accords d'Abraham, l'Algérie a sanctionné très durement l'Espagne en coupant totalement, alors le gaz partiellement, mais toutes les entreprises espagnoles ont perdu tout leur marché pendant une période de peut-être 6 mois sur le marché algérien. Mais ils ont tenu bon, ils ont confirmé au Maroc leur solidarité et ça a payé puisque finalement les Algériens sont revenus à la table de négociation. Et aujourd'hui, l'Espagne arrive à faire ce que nous devrions faire, nous Français, à savoir mener une politique d'équilibre entre les deux pays du Maghreb. Georges? Oui. Cette question des valeurs que tu poses revient. Je n'ai pas posé la question des valeurs. Moi, je vous ai posé la question du droit et de savoir si vous étiez dans la roue, si on était dans la roue, faute de politique clairement définie. Est-ce que finalement, on se retrouve à faire par défaut la politique des autres? C'est-à-dire que comme on n'a pas les idées très claires, est-ce que ce sont les Allemands, les Italiens, les Américains, que sais-je, les Chinois ou les Russes qui décident pour nous? Mais on est très clairement dans la roue des Américains. Que sommes-nous allés faire en Afghanistan? Moi, j'ai servi. On me demande toujours quels étaient les intérêts profonds de la France. Pourquoi on a suivi les Américains dans la manière dont ils ont géré le dossier syrien? Le droit international croit que les violations
la résolution 1973 sur la Libye. Le problème, c'est pour imposer le droit international. Ou plutôt pardon, excusez-moi. Le monde selon les règles occidentales. Et il faut, un, être craint, et deux, présenter des avantages. Être craint, c'est avoir la domination militaire. Ce que je veux dire, c'est du réalisme brutal. Et l'avantage, eh bien, c'est proposer un marché, une monnaie, dollar, l'euro, proposer un avantage technologique. Mais ce monde-là est fini. Voilà, 5 siècles de domination sont dépassés. Alors, le reste du monde voit la Russie, dont le budget de la défense à parité de pouvoir d'achat est à 270 milliards de dollars, vaincre et plusieurs dizaines de pays de l'OTAN en Ukraine, qui eux ont un budget de 1400 milliards chaque année. Entre 4 France, ça différencie de 4000 milliards. Ils voient bien que la Russie produit plus de drones, de missiles, de bombes, de canons, de chars que tous les pays de l'OTAN réunis qui sont censés être puissants. Du coup, la menace, elle n'est pas terrible. Au même moment, on a le président des États-Unis, la première puissance mondiale, qui déclenche une guerre tarifaire. Il écrase l'Union européenne. Alors, c'est une capitulation. Von der Leyen, vous savez très bien les accords qu'elle a signés. Et puis la guerre commerciale avec la Chine se transforme en quoi? En défaite. Et la Chine, elle, arrive avec des nouvelles technologies et des innovations qui font que les avantages, à savoir le marché, un marché immense en Chine, en Inde, dans les pays BRICS, en Russie, au Brésil. Il y a des avantages technologiques à être avec eux. Il y a des financements. Et nous, on est vus comme faibles, puisque le respect de nos valeurs, c'est la géométrie variable. On n'arrive pas réellement à gagner nos guerres. C'est un problème. Quand on veut dominer le monde et imposer la puissance, on l'a plus réellement. Et on est horriblement endetté. Et on n'arrive même pas à gérer les flux migratoires. Donc c'est ça le monde dans lequel on est. Donc il faut vraiment, en tout cas pour la France, qu'on sorte, encore une fois, des politiques de bloc et qu'on sorte de ce rapport au monde. Dans la mythologie grecque, le pire malheur qui pouvait frapper les hommes était de frapper du bris. Or, c'est exactement notre cas. On n'est plus ces dieux qui sont sur Olympe et qui dominent le monde. Et c'est très très difficile à accepter. Ça demandera des efforts considérables de réorganisation de notre diplomatie. Alors, on va redonner la parole à Hubert Védrine. Vous êtes d'accord tous les trois pour dire il faut sortir des blocs, il faut déconstruire le concept occidental, mais tout ça ne fait pas une politique. C'est pas parce qu'on dit on n'est pas l'Occident, on n'est pas l'Union européenne, on veut pas ça, qu'on sait ce qu'on veut. Moi, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce qu'on veut, premièrement? Et puis, deuxièmement, quand on parle d'un étranger proche, parce que ce monde-là est notre étranger proche, il y a deux manières de concevoir le voisin, comme quelqu'un avec qui il faut coopérer ou quelqu'un qu'il faut craindre. Et lorsqu'on analyse la zone, eh bien, il y a toujours cette tentation entre des gens qui vous disent, par exemple, nous sommes en guerre contre l'islamisme mondial. Par exemple, Israël est l'avant-poste de l'Occident que vous venez de déconstruire. Donc, il faut avoir une politique en faveur parce que la guerre de civilisation approche. Je voudrais vous entendre là-dessus. Et puis, on a parlé de l'exemple espagnol en disant, oui, ils arrivent à être équilibrés. Moi, je voudrais poser une question pour la gratter. Est-ce que la France, vis-à-vis de ces pays, peut avoir une politique équilibrée en sachant qu'à la différence de nos voisins, nous avons par exemple la plus forte communauté juive d'Europe, nous avons la plus forte communauté algérienne d'Europe. Si je prends l'exemple Algérie-Maroc, est-ce que vraiment on peut être équilibré quand on a sur son sol plus de ressortissants franco-algériens avec un lien affectif plus fort que de ressortissants franco-marocains? Même chose pour d'autres zones, etc. Et peut-être, on est peut-être plus clair, par exemple, sur la Libye, parce que sur la Libye, il n'y avait pas beaucoup de franco-libyens. Hein, et donc, on est peut-être plus en capacité d'agir sur des pays où on est plus éloigné. Je mets encore toutes ces questions sur la table en vous permettant de piocher et, si possible, d'y répondre. Je vais donner mon avis sur le deuxième point, mais permettez-moi de dire un mot sur les questions américaines. Oui.
Vos Voilà, opposants Michel. vont penser qu'ils sont toujours obsédés par le fait il ne faut pas s'aligner, etc. Sur les États-Unis, une sorte d'obsession. Aujourd'hui, les Européens sont incapables de dire ce que dit Trump sur le Proche-Orient. Réfléchissez à ça. Trump a dit il y a 3 semaines que si Israël annexe la Cisjordanie, Israël perd le soutien américain. Quelqu'un dit ça en Europe? Sous cette forme, non. Il a même dit un jour, je me demande s'il ne faudrait pas libérer Barghouti. Les Européens sont incapables, les 27, de se mettre d'accord sur un minimum qui serait oui à la sécurité d'Israël, oui à l'État palestinien. Les Européens d'aujourd'hui sont incapables de parler comme Mitterrand en 82. C'est effrayant. C'est effrayant. Et donc, le fait d'être obsédé par la question américaine, à mon avis, c'est hors sujet sur ce sujet-là. Si on arrivait à, disons, je ne sais pas comment d'ailleurs, à mettre en œuvre la phase 2 du plan Trump, c'est moins pire que la situation d'avant. Parce que si Gaza est géré transitoirement par une espèce de mini-mélo international, où il y a quelques technocrates palestiniens, que Netanyahou fera tout pour qu'il n'y en ait pas. Et le Hamas fera tout pour les tuer. C'est un peu plus que la situation d'avant. Donc je pense que, en termes pragmatiques, empiriques, non idéologiques, il faut se dire que tant qu'on n'a pas mieux, il faut plutôt essayer de tirer le plan Trump dans le bon sens. Et comme l'Arabie mettra des conditions pour revenir dans les accords d'Abraham, il se peut qu'il y ait un levier pour ceux des Européens qui veulent avoir une politique là-dessus. Aujourd'hui, c'est hallucinant que les 27 n'arrivent pas à dire oui à la sécurité d'Israël, oui aux 2 États. Ça n'arrive même pas à dire ça. Donc ça veut dire que le concept de politique étrangère et de sécurité commune est encore fumeux, plus ce que vous avez dit sur la polarisation nordique-baltique par rapport à ça. Sur les questions de l'islamisme, tous les dirigeants arabes ou musulmans combattent l'islamisme. À peu près, on trouve peut-être 1 ou 2 cas où ce n'est pas le cas. Ils le combattent. En Algérie, il y a eu une guerre civile géante, partout ailleurs. Bon, c'est hallucinant qu'on n'arrive pas à formuler une sorte d'accord entre les démocrates et les musulmans contre l'islamisme. Moi, j'ai entendu Hassan II, il y a longtemps, dire à Mitterrand il faut arrêter le regroupement familial. Mitterrand disait pourquoi les familles ont besoin de se regrouper, etc. Et Hassan II disait non, vous n'arriverez jamais à le contrôler, jamais. Vous aurez des ghettos, vous aurez des réseaux, des machins. Bon. Pourquoi les dirigeants européens n'arrivent même pas à dire ce que disent les gouvernements arabes ou musulmans? Parce qu'ils sont terrorisés par l'accusation d'islamophobie. On est dans un pays dans lequel les gens n'arrivent plus à débattre, sauf dans des petits colloques. Et ils emploient des mots pour se foudroyer, pour empêcher la discussion. Vous êtes fasciste, antisémite, islamophobe, etc., etc., etc. Bon, ça c'est pour empêcher la discussion. Ici, on est les 3, hein, je précise. Au cas où Mais c'est on pas est avec un colloque. Donc je pense qu'il faut assumer le fait qu'il faut collectivement, avec les musulmans, donner un coup d'arrêt à l'islamisme, qui est un vrai fascisme pour le coup, avec des tas de projets qu'on connaît. Quant au Proche-Orient, alors il faut distinguer ce qui se passe sur place, où il y a une minorité courageuse en Israël, une minorité courageuse de l'autre côté, qui se résigne au compromis territorial. C'est cela qu'il faut aider. Chez nous, où on a 500 à 600 000 juifs inquiets, des millions de musulmans, à moitié islamistes, on va dire, qui sont hyper remontés. Il ne faut pas prendre des positions. Si on prend des positions, on va mener des guerres de positions. Et on va s'invectiver d'une tranchée à l'autre. La France, à mon avis, ne doit pas être que le pays qui cherche des solutions. Donc la question de l'équilibre disparaît. Si vous prenez des positions équilibrées, vous êtes nulle part, en fait. Vous n'êtes pas équilibré. Et alors, sur Algérie-Maroc, c'est quoi la solution? Non, mais je parle du Proche-Orient, là. Oui, je sais, mais... On n'a qu'à copier l'Espagne, bon. Faisons cyniques comme les Espagnols, d'accord. Mais au Proche-Orient, il faut dire, on est le pays qui cherche des solutions. Il faut peut-être taper sur les Hamas, ok, mais il faut tordre le bras de Netanyahou ici, on peut aller là-bas. On est un pays qui cherche des solutions. Il ne faut pas se laisser enfermer par les problématiques des positions, ni du droit, ni de l'équité, ni de l'équilibre. On a un pays moteur pour les solutions. Ça, c'est vendable, à mon avis, aux 3/4 des Juifs de France et aux 3/4 des musulmans de France. Mais donc, moi, je préconise qu'on se protège beaucoup de la recherche de positions théoriquement parfaites, qui en plus n'ont aucun impact là-bas. Donc, il s'agit uniquement de gérer
Ils ont la paix civile en France. Vous voyez, donc je distingue bien les deux. D'ailleurs, j'ajoute un mot. Tous les gens que j'ai connus, Rabin, Pérez et compagnie, mais même Olmert et tout ça, même Sharon à la fin, ne dénonçaient jamais l'antisémitisme en France. D'abord, ils savaient qu'il n'y en a pas, sauf dans l'extrême gauche, on va dire, qui a créé un parti ethnique, mais ils s'en servaient jamais. Il n'en avait pas besoin. Parce qu'ils voulaient qu'on intervienne, en fait, pour les aider dans la solution. Or, depuis que Netanyahou est là, il est très franc. Il a dit avec moi, il n'y aura jamais d'État palestinien. Il n'y a que des terroristes. Et je m'arrange pour qu'il n'y ait que des terroristes. Et chaque fois que quelqu'un disait à un Européen, très gentiment, très poliment, je ne veux pas être désagréable, mais il y a peut-être quand même une question palestinienne. Et Netanyahou disait, vous êtes un antisémite, vous. Et le gars passait sous la table. Donc, de même que les gouvernements arabes ont abandonné le sujet, les Européens étaient passés sous la table. Il croyait avoir gagné, mais il n'a pas gagné. Sinon, il n'y aurait pas... Ce qui est incroyable dans le communiqué de la Maison-Blanche de l'autre jour, ils ont noté que les Palestiniens aspiraient à un État palestinien. Il n'y a jamais eu ce mot dans une problématique d'un président américain, jamais. Mais c'est paradoxal, hein. Je ne suis pas pour Trump, mais c'est paradoxal. Donc que les Européens arrivent au moins à dire ça serait déjà un progrès de cohérence. Donc vous avez proposé un début d'axe de politique étrangère de la France, être le pays des solutions. On comprend d'ailleurs que du coup, vous prenez cette zone, même si on est d'accord sur sa fragmentation, pas comme un adversaire. Hein, en tout cas, je dirais, ceux qui conçoivent comme une menace, puisqu'on a le même débat sur la Russie, etc., vous ne faites pas partie des gens qui considèrent que cette zone est à terme un problème pour l'Occident global, en matière de démographie, de terrorisme. Il n'y a plus d'Occident global avec l'évolution américaine. Il n'y a pas non plus de Sud global parce qu'ils sont rivalisés entre eux. Et la question du danger islamique, elle se pose en bas des yeux aussi. Hein. Donc il ne faut pas être obsédé par notre coin de Méditerranée. D'accord. Florence, par rapport aux mêmes questions. Oui, je pense que justement, vous l'avez évoqué, les menaces existent, mais elles sont communément partagées par les pays arabes et les pays européens, que ce soit la problématique migratoire ou l'islam radical. Védrine a dit que les pays musulmans étaient tous tenus, eux, de lutter contre l'islamisme, chacun dans leur pays. Et ils ont aussi des problématiques migratoires. Le chaos instauré en Libye, notamment, le chaos irakien, puis le chaos libyen, ont tellement bouleversé les routes migratoires que les pays du Maghreb sont eux aussi totalement soumis à la question migratoire. Ils sont pays de départ, ils sont pays de transit, ils sont pays d'accueil aujourd'hui, et notamment de la part de migrants subsahariens, ils sont aussi soumis à des revendications religieuses. Moi, je vois au Maroc des communautés subsahariennes qui revendiquent l'ouverture d'églises, des cloches, là où Hassan II avait clairement dit aux communautés marocaines et françaises, il n'y aura pas de cloches dans les églises du Maroc. Aujourd'hui, les subsahariens osent faire des revendications communautaires. Donc je pense que sur la question migratoire, comme sur la question de l'islam radical, on a justement intérêt à coopérer. Il ne faut pas voir les pays du Sud comme une menace, mais il faut voir la coopération Nord-Sud comme un laboratoire de solutions. On ne peut pas, nous, Européens, traiter la question migratoire sans l'apport des pays du Sud de la Méditerranée. On ne peut pas traiter la question de l'islam radical sans l'apport et la coopération avec les pays du Sud de la Méditerranée. Et Georges, alors est-ce que, j'en profite pour glisser une question, parce que vous êtes tous très coopératifs, est-ce qu'à un moment donné, il faut créer des rapports de force? Parce que tout à l'heure, on a esquissé, il faut peut-être tordre un peu le bras de Netanyahou. On a eu le sujet sur l'Algérie, où on nous expliquait qu'on avait tout testé, mais certains vous disent qu'on n'a pas vraiment tenté le rapport de force. Est-ce qu'on peut être vraiment que dans la coopération et le dialogue, ou est-ce qu'à un moment donné, la France doit aussi initier des rapports de force pour aller dans le sens de ses intérêts? Mais on l'a fait. On a fait un rapport de force très exactement avec ceux dont les gouvernements peut-être n'étaient pas les plus sympathiques relativement aux droits de l'homme, mais qui luttaient contre les islamistes. Que je sache, on a fait un rapport de force avec la Syrie de Bachar al-Assad, avec la Libye de Kadhafi. Le Belhadj dont je parlais tout à l'heure il est devenu maintenant multimillionnaire, entre autres en raison du trafic de migrants qu'il fait venir en Europe. On l'a installé. Al-Julani, parce qu'on va prendre son nom de guerre, Al-Julani, le nouveau président djihadiste modéré
il s'était félicité des attentats au Bataclan. On retrouvait à l'Élysée. Mais on était tellement contents. Oh, c'est magnifique. Le journal a pris le pouvoir. Ah, on a une petite victoire contre les Russes. Bah, il se fait que j'étais là le mois dernier à Moscou pour suivre le premier sommet russo-arabe qui ne s'est pas tenu. Par contre, Al-Joulani était là. Et lui aussi, il a fait des bisous avec Poutine. Et puis, ils se sont pris dans les bras, et qu'il y avait Lavrov. Et visiblement, leur politique réaliste a été supérieure à celle de l'Élysée, puisque la base de Tartous n'a pas l'air d'avoir disparu. Les bateaux russes sont toujours là. Les Spetsnaz russes sont toujours là. Et toujours en place. Donc, premièrement, il faut vraiment arrêter d'avoir des politiques pas sérieuses vis-à-vis de ça. Et là, on est un peu, je trouve, quand même entraîné par les Américains. C'est qu'il y a une constante dans la politique américaine depuis 1953, dans un autre pays musulman qui n'est pas arabe, qui est l'Iran, qui est de renverser les pays, les gouvernants qui sont laïcs, panarabes. Mais est-ce que Trump, c'était un coup partout. oui, mais c'était l'argument d'Hubert Védrine, c'est-à-dire que l'élection de Donald Trump change la relation que nous avons avec Washington. On sent bien que les Européens n'ont pas envie d'imiter, de ressembler, voire de suivre, voire de dire ce que dit Donald Trump. Donc est-ce que finalement, c'est pas la fin d'une forme de soft power américain qui fait que les Européens se retrouvent à devoir définir une autre stratégie? Moi, je trouve qu'il y a quand même une continuité dans la diplomatie américaine. Par exemple, le pivot asiatique, l'exigence que nos pays ont plus au sein de l'OTAN, enfin ça vient depuis Bush, et puis après ça a été Obama. Mais je reviens à l'autre sujet, sur l'islamisme. 98% des victimes de l'islam politique sont des musulmans dans des pays majoritairement de culture de religion musulmane. On a évidemment des alliés dans les pays arabes pour défaire les musulmans. Pardon, excusez-moi, les islamistes. Pour défaire les islamistes. Après, tout à l'heure, vous me demandiez qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Mais il nous semble que malgré les pratiques brouillonnes de nos gouvernements, de ceux qui nous dirigent depuis 25 ans, on a toujours le nucléaire en France qui est d'une force et qui peut servir. Pourquoi est-ce que c'est les Russes qui installent la première centrale nucléaire en Afrique? Pourquoi c'est pas le deux? On aurait pu le faire. On peut toujours le faire. Nous sommes des grands exportateurs de blé. L'agriculture et le blé, malgré là aussi des politiques ineptes pendant 25 ans, est quand même une force de la France. Ce sont des pays qui ont besoin de céréales. C'est un levier brutal, réaliste, pour faire avancer nos intérêts. Quant à une situation comme l'Algérie et le Maroc, moi je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que le président Emmanuel Macron a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, alors qu'il y a une résolution à l'ONU qui dit qu'il faudrait qu'il y ait une élection. Un référendum, pardon, et sans qu'on ait sans réfléchir à comment naviguer avec les Algériens, vu que ça allait les énerver. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait demain s'il y a une guerre entre l'Algérie et le Maroc? Et tout est possible dans l'histoire. Avec les communautés marocaines et algériennes qu'on a, ça ne peut pas être évident. Là également, on manque de réalisme. Mais voilà, utilisons nos éléments de force qu'on a encore une fois, pour imposer nos intérêts et combattre nos ennemis communs. Juste une petite précision, puisqu'on peut tout démonter et tout déconstruire, mais les résolutions de l'ONU sont ce qu'elles sont, et la dernière résolution, la 2797, récente du 31 octobre, revoit largement la position sur la question du Sahara. Il ne faut pas être plus fort. Ben oui. Je rappelle que, après la guerre, ce sont les Européens qui ont supplié les Américains de les protéger. Il y a zéro impérialisme dans cet épisode. Les Européens ont demandé, le Sénat ne voulait pas. Le vieil isolationnisme de George Washington. Ne vous mêlez jamais des conflits entre Européens. C'est Truman qui a obligé. On a eu l'Alliance et l'OTAN. Après, le général de Gaulle n'a jamais quitté l'Alliance. Jamais. Il était solidaire dans les grandes crises, tout en voulant reconquérir l'autonomie de décision, etc. Ce qui fait que, après le mémorandum 58, comme aucun président américain lui a répondu, il a fini par sortir au bout de plusieurs années. 66, 58, 66. Donc, on ne peut pas avoir comme seul critère que
comment dire, d'être tellement honteux d'avoir dû demander la protection américaine qu'il faut s'en différencier sur chaque point. D'autre part, je pense que le Trumpisme change la donne. C'est un retour à l'Amérique du 19e, plus l'intelligence artificielle. Alors, il admire Jackson et compagnie. Jackson, c'est le président qui avait déporté à l'ouest du Mississippi tous les Indiens qui vivaient à l'est. Oui, c'est celui aussi qui est rentré à Oui, ce sort de Gaza puissance 10. Bon. Et plus plein d'autres présidents américains. Mais il n'a pas d'affect vrai sur Israël. Donc il y a une marge de manœuvre. Il n'a pas suivi Netanyahou dans la guerre au sol en Iran. Donc c'est plus intelligent, à mon avis, d'être opportuniste, utilitariste, cynique dans l'usage de tel ou tel aspect de Trump, tout en le combattant et sans résister si on peut, que d'entretenir une espèce de posture globale, hostile, puisqu'on est, je répète, on a beaucoup parlé Proche-Orient, on n'est même pas capable au niveau des 27 de dire ce qu'il dit. On est comme ridicule. Si Macron avait reculé dans la reconnaissance, après avoir reçu des centaines de messages d'insultes ou de menaces, s'il avait reculé, on serait en deçà du plan Trump aujourd'hui. Ça peut choquer, ça peut perturber, etc. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc si on arrive à retrouver après, avec 2 ou 3 Européens, 2 ou 3 Arabes, avec une vision à long terme, un cheminement différent qui s'ajoute à la phase 2 et 3 du plan Trump, tant mieux. Donc on n'a rien d'autre à dire que les invocations stériles sur le droit international, il vaut mieux tirer ce fil. Donc il y a des cas, il faut se dire, bon, l'Amérique fondamentalement voudrait bien être un jour autonome, mais il faut travailler plus, investir dans la technologie, etc., etc. Il y en a pour 10 ans. En attendant, soyons opportunistes. Ça, c'est ma ligne. Et pourtant, c'est moi qui avais inventé le concept de gaulo-mitterrandisme. Quand Mitterrand, au lieu de rejeter tout l'héritage de De Gaulle en matière militaire, de dissuasion, l'avait endossé. Donc, et c'est moi qui dis ça aujourd'hui, parce que c'est les circonstances qui commandent. Mais est-ce que le Quai d'Orsay est toujours gaulo-mitterrandien? Mais il ne l'a jamais été. Il ne l'a jamais été, mais d'ailleurs, quand Mitterrand était élu, le Quai d'Orsay était en gros de droite, quoi, anti-Mitterrand. Et les seuls gens de gauche au quai étaient les Rocardiens qui haïssaient Mitterrand. Ça a été ma chance, à moi, pas rapport à ça. Après, le Quai d'Orsay, il est opportuniste, il s'adapte à qui est patron et qui commande. Et après, ils ont été constamment opposés entre différents courants. S'il n'y a pas de vrai patron, si la politique menée est incohérente, chacun y renvoyait ses lubies. Un choix européiste, mondialiste, droit de l'hommiste, souverainiste. Donc, s'il y a un président et un ministre qui reformule les choses, le Quai d'Orsay redevient un magnifique outil. Ils n'ont pas de doctrine en soi, en fait. Alors, je crois que M. Védrine a des sujets d'agenda. Est-ce que vous avez 10 minutes pour éventuellement prendre des questions? C'est possible ou... 5 minutes, oui. 5 minutes, éventuellement, vous pourrez... La table ronde est censée se terminer à 15h30. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On va essayer d'en prendre une volée, comme ça on pourra répondre. Une question à gauche, 2 questions. 2 questions une fois, 2 questions 2 fois, 2 questions 3 fois. Ben, écoutez, adjugez aux 2 qui ont levé la main. Allez-y. Oui, bonjour. Je vais dire membre du monde. On s'était bien ambassade de l'Afghanistan. Je suis un des cofondateurs du Grand Union national de l'Afghanistan. Et puis, c'est une nation qui désespère, spécialisée de l'Afghanistan. Alors, moi, je me posais par rapport à l'Europe, ça fait des années. Là, je suis venu au Cap Conseil, où je suis fier. Est-ce que là, on a eu une politique de domination, de l'exploitation par rapport aux autres pays, alors qu'à l'époque de De Gaulle, la France avait une image paternelle. Et est-ce qu'il faut continuer à mener une politique de domination et d'exploitation ou de complémentarité, d'entraide et d'aider les pays à se développer? Et on va prendre la deuxième question, comme ça, l'expérience prouve que ça permet de... Il n'a pas compris. Oui, bonjour, je m'appelle Joachim Kreleski, je suis étudiant à ISUP. Juste avant de poser ma question, je voulais dire que j'avais voté pour vous, Monsieur Schleurich, on était élection au belge, je sais pas ce qu'on le dit souvent, mais je tenais à... Dans ce genre d'assemblée, oui, on dit souvent. Alors que visiblement... non, je voudrais me spécialiser dans tout ce qui est industrie d'armement,
sur la coopération militaire et je avais une question concernant les axes de développement de la France sur ce sujet-là dans le monde arabo-musulman. On sait qu'il y a un réel monopole des Américains, notamment avec le F-35. Nos premiers partenaires commerciaux sont les Émirats arabes unis à ce niveau-là. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'aller vers d'autres pays, d'autres systèmes de coopération? Bien. Eh bien, écoutez, allez-y. La deuxième question, ça dépend de qui achète. La France, qui pense qu'avoir une industrie d'armement de très haut niveau, c'est une politique industrielle, en fait. C'était la seule qu'on ait gardée. Parce qu'on a désindustrialisé massivement, ce qui est une erreur monstrueuse de tous les dirigeants économiques qui ont joué la mondialisation, etc., etc. Donc on garde ça. Et après, vous voyez bien que on peut être critiqué à l'envers de ce que vous avez dit. Pourquoi vous ne vendez pas à tout le monde? Parce que tout le monde préfère acheter américain, en gros. Voilà. Mais demander à Le Drian s'il est allé, il dirait, mais j'ai essayé de vendre à tout le monde, vous voyez. Donc on a vendu des avions à ceux qui les ont achetés. Après, il y a quelques cas limites où il ne faut pas, parce qu'on est trop en direct dans un conflit. Enfin, il y a quand même une déontologie, il y a des commissions, il y a des règles pour décider de vendre ou pas. Mais ce n'est pas un choix français. La France n'a jamais dit on va vendre que à Abu Dhabi. Vous voyez. Alors, l'histoire de la domination, on n'a plus les moyens. Le paradoxe, c'est que on a un héritage qui est celui de la domination. Pourquoi quelques pays européens, à un moment donné, ont réussi à coloniser les 3/4 du monde? Mystère et boule de gomme. Pourquoi les 3/4 du monde étaient colonisables? Autre mystère. Bon, mais on n'en est plus là. Donc on n'a plus les moyens de la domination. Le seul pays qui a les moyens de la domination aujourd'hui, c'est l'Amérique. Parce qu'ils sont plus forts, pas parce qu'ils sont plus forts, tout simplement. Ils ont une machine économique prodigieusement créatrice. Ils ont le dollar, etc. Il ne faut pas l'analyser en termes impérialistes, archaïques. Ils sont plus forts en vrai. En vrai. Alors qu'il y a que la Chine qui est numéro 1. Donc on n'a plus les moyens de la domination, ni politique, ni militaire, ni économique, mais on a la mentalité de la domination. Encore un peu. Elle s'est réfugiée dans le droit de l'homisme. On veut imposer aux pays du Sud d'être démocrates comme nous, droits de l'homiste et wokistes. Et ils disent non, terminé. C'est comme ça que quand la Chine arrive en disant nous, on veut faire des choses avec vous, et on pose aucune condition démocratique ou autre, évidemment les pays disent bienvenue. Ou la Russie. Alors la Russie, c'est que pour la sécurité. Mais la Chine, c'est pour l'exploitation du sol. Alors 10 ans après, ils s'aperçoivent qu'ils sont trop endettés par rapport à la Chine, etc. Mais le point d'entrée de la Chine, et en effet de la Russie, mais peut-être la Turquie ou autre, dans les pays du Sud, c'est le fait de ne pas poser de conditions. Ce qui renvoie ma remarque sur le prosélytisme. Est-ce que dans nos valeurs fondamentales, il y a l'obligation d'être missionnaire, aller évangéliser toutes les nations, aller démocratiser toutes les nations? Moi, je pense que c'était philosophiquement honorable, mais que ça ne marche plus, en fait. Donc, il y a la distorsion entre les moyens qu'on a. Donc, je sais, pour ramener, non pas nos principes philosophiques, on va les garder, mais ramener nos ambitions, les réadapter aux moyens réels qu'on a dans le monde d'aujourd'hui, 2025. 26. Merci beaucoup. Je file. Merci beaucoup pour votre participation. J'ai envie de dire, on peut vous applaudir et vous remercier d'être venu. Le point est tellement emmerdant, ça. Voilà, j'essaie. On lit toujours avec impatience, mais bon, j'essaie. On va voir si Florent... juste laissez le micro, s'il vous plaît, qui est accroché à votre... Voilà, ça pourrait servir pour mettre des solutions comme ça. Merci bien. Florence Kunz, si tu veux répondre aux questions qui ont été posées, si tu as une réponse différente. Non, juste sur la question de monsieur, non, la France ne choisit pas à qui elle vend ses armes. En revanche, elle aurait pu chercher à imposer de les vendre d'abord aux Européens, ce qu'elle n'a pas fait. Tous les programmes de défense de l'Union des dernières années se sont faits massivement sur rachat d'armes américaines. Or, la France aurait pu, contribuant largement au financement des budgets de défense, exiger à minima de ses voisins et partenaires européens d'acheter français, ce qu'elle n'a pas fait. Georges? Merci. Pour
la place de la France dans le monde. Quand je pense à l'Afghanistan, je pense au lycée Estéclal, que vous avez dû peut-être faire. Et ça, c'est un levier. C'est un grand dommage que nous n'ayons plus ce réseau que nous avions, qu'il ne soit pas autant financé qu'il a été avant. C'est cela un levier de puissance. Je répète, quand on était, même alors que l'armée française était en Afghanistan, le lycée Estéclal était quand même largement sous-financé. Encore une fois, un des premiers, le lycée Charles de Gaulle de Damas. Et c'est des chrétiens d'Orient, en fait, qui n'ont que survivre en trouvant sur leur denier des proviseurs et des profs français à la retraite pour les amener en Syrie pour qu'ils tiennent le lycée à bout de bras. Et nous, on a abandonné le lycée. Complètement sûr. Ça passe pas. Est-ce que tu préparais la présentation? C'est difficile d'être paternaliste pour faire cela. Concernant les ventes, les retards, comme a dit Dervedry, on a déjà un problème d'industrie générale. Et même si on a le meilleur avion de combat au monde multifonction qu'est Rafale, on en produit 36-40 par an. On a un objectif maximum à ça. Bon, mais Dassault veut saouler peut-être jusqu'à 4 par mois. Et ça sera à plein régime. Il faut des ingénieurs, il faut des lignes de production, il faut des ouvriers spécialisés, il faut des techniciens qu'on n'a pas. C'est pareil pour le César, mais c'est avéré être un des meilleurs canons très efficaces sur le champ de bataille en Ukraine. Bon, là aussi, mais on a promis 72, on ne produit pas autant. Il n'y a pas les gens qu'on le fait, pas de ligne de production, c'est bien le problème. Là, le carnet de commande en fait, de Rafale est très très bien rempli. Ce qui fait que c'est pour ça que c'est absurde. Bon, c'était absurde de toute façon cette histoire d'achat de 100 Rafale dans Zelensky, ce qui serait produit, je ne sais pas quand. Donc, bon, à la Grèce, à la Serbie, à l'Inde, au Qatar, dans tout un tas de pays, quand même, à l'Indonésie, parce que c'est pas si mauvais que ça, mais on est d'abord limité par les capacités de production. Et ensuite, par l'ONU, par l'ONU, je serais dit, par l'Union européenne. Là, on a eu l'ancien général Doma, ancien chef de la direction de renseignement militaire, qui est député européen LR, qui est pas au clair d'Occitanie. Et récemment, il y a un article en Figaro, si vous n'avez pas lu, je vous invite à le lire, sur le fait que le marché européen de défense va être ça va être un nid noir pour ce qui reste de l'industrie de défense française, et ça servira à servir du matériel américain. Et que c'est bien pensé de cette manière-là, y compris voir nos amis allemands qui aimeraient bien non perdre cet avantage compétitif, puisque les Allemands veulent bien faire des partenariats avec Air France quand ils n'ont pas la compétence première. Voilà. Donc ils voulaient beaucoup faire au SCAF et qu'on leur donne les secrets industriels de Dassault. Fort heureusement, l'équipe de dirigeante de Dassault s'est opposée. Donc on regarde cet avantage, mais on aura les capacités de production. Et puis dernière chose, qui est très peu connue, mais il y a une agence de distribution et d'achat des matériels militaires au sein de l'OTAN, sur laquelle nous avons fait une petite enquête. D'ailleurs, on a été très largement bloqués. Elle se trouve au Luxembourg. Elle est commandée elle est dirigée par une certaine Madame Cummings. Et donc cette agence très peu connue s'occupe de l'achat des matériels militaires, des munitions, de la logistique des troupes de l'OTAN. On voit l'importance de la guerre en Ukraine et les promesses d'achat, d'augmentation des budgets de la défense. Elle a éliminé tous ceux qui n'étaient pas anglo-saxons à la tête de cette alliance, qui est un Français. Bon, il est toujours président quelque chose, mais il dirige les crayons et des gommes dans un placard où elle l'a mis. Et donc, on n'a plus aucun levier d'action. Notre président de la République actuelle n'a pas protégé le dernier représentant de ceux qui décident ou comment sont alloués les budgets de défense au sein les achats au sein de l'OTAN. Bon, voilà. Donc là aussi, on a évidemment un problème, mais ce serait un levier. Et puis, quand même, on n'a vendu pas, madame. Il y a eu une guerre au Yémen qui est beaucoup oubliée. Enfin, on oublie toutes les guerres au Yémen, c'est comme s'il y avait une sorte de bouffe au-dessus, je sais pas, vortex, au-dessus du Yémen. Mais vous trouvez dans la revue de défense nationale des rapports sur l'utilisation du César et du Charles Leclerc par l'Arabie Saoudite, justement, au Yémen. Voilà. L'autre guerre oubliée, c'est celle de Donald Trump au Yémen, qui est de la Cisnen, et avec ses gagné, on peut l'utiliser, mais ça, c'est une autre histoire.
Bien, écoutez, c'est l'heure de clore cette première table ronde en remerciant les 3 personnes qui ont participé, qui a permis ainsi, je dirais, de tenter d'établir un cadre conceptuel à notre journée de réflexion.